Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de votre magazine Présidence Actu. Comment se porte le Cameroun sur le plan sécuritaire à moins d'une semaine de la célébration de la 46e édition de la fête nationale? Telle est sans doute la question que bon nombre d'entre vous se posent là-bas à la maison et que nous nous posons ici. Pour en avoir la réponse, nous avons entrepris d'aller au contact de la Grande Muette. Le collègue Didier Badjek est notre invité. Il est le chef de la division de la communication au ministère camerounais de la Défense. Avec lui, nous allons prendre le pouls dans nos casernes sur le plan sécuritaire et dans le même temps, nous allons évoquer tous les contours de cette nouvelle guerre imposée à notre pays par les partisans de cet illusoire État dit d'Ambazonie. Alors, chers téléspectateurs, si vous êtes à nous, nous sommes à vous. Des signes qui ne trompent pas, des signes qui témoignent de toute la profondeur de la relation entre l'Église catholique qui est au Cameroun et l'État et de l'engagement mutuel des deux parties à demeurer en unité d'action et de combat. Ce dimanche 13 mai 2018 à la basilique Marie, Reine des Apôtres d'Onvolier, le pouvoir temporel vient à la rencontre du pouvoir spirituel pour prôner la paix dans notre pays. L'initiative, qui est celle du synode, rencontre la totale adhésion de la plus haute autorité de notre pays, le président Biya, qui décide de se faire représenter à cette messe pontificale par le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso. Pendant près de 2 heures, les hiérarchies respectives de l'Église et de l'État vont entrer en totale communion pour entonner l'hymne du vivre ensemble, l'hymne de la cohésion nationale au Cameroun. Ô Marie, Reine des Apôtres, patronne du Cameroun, priez pour nous. Pour que règne l'unité, la paix et la justice dans notre pays, priez pour nous. Pour que tous les citoyens travaillent à la construction de la nation. Dans une homélie d'une rare densité, le principal célébrant, Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé, va prêcher ce qu'il va appeler la complémentarité intégrative. Parce que pour lui, la différence, loin d'être un péché, devrait être considérée comme une grâce. Le thème d'aujourd'hui a été le thème de l'esprit de Pentecôte, qui a fait de la diversité des cultures, des peuples et des langues une communion qui devient comme un paradigme, un modèle pour tous ceux qui veulent construire ensemble une réalité, naturellement, une nation comme nous. Dans une démarche écuménique, le peuple de Dieu présent à l'office va élever ses prières au Très-Haut à travers les soins maternels de la Vierge Marie pour ouvrir les cœurs de l'ensemble des filles et fils du Cameroun à la justice et l'amour, au sens du bien commun, mais aussi et surtout à la compréhension réciproque, comme au jour de la Pentecôte. Qu'il nous délivre du malheur de l'affrontement entre nous, citoyens camerounais. Qu'il fasse cesser toute violence, agression, meurtre et conflit entre nous. Que la Vierge Marie, Reine des Apôtres, donne force à nos prières pour que l'année 2018 et les échéances qui sont les siennes se déroulent pour nous dans le sens de construire ensemble un avenir de progrès et de bien-être. Avant de mettre un terme à l'office religieux, Monseigneur l'archevêque va renouveler l'acte de consécration du Cameroun à la Madone et fixer symboliquement à ses pieds le drapeau de la République. Et c'est dans une atmosphère de totale allégresse que va s'achever cette messe de la nation, véritable plateforme de communion entre les filles et fils d'un même pays autour du bien le plus précieux, la paix. Bonsoir, colonel Badjek. Bonsoir, Yves-Marc Médion. Merci d'avoir accepté notre invitation. Commençons par prendre les dernières nouvelles sur le terrain. Quelle est la situation à ce jour dans la région du Sud-Ouest? Je dois dire comme ça que le Sud-Ouest ne devrait pas accaparer toute l'attention
du Cameroun, qui vit sur le plan transfrontalier un certain nombre de menaces, pour vous dire que sur le plan global, ces menaces sont tout à fait contrôlées et que même au niveau des régions du nord-ouest et du sud-ouest, la situation est sous contrôle. Nos forces sont là, elles interviennent professionnellement et au cas par cas, n'est-ce pas, toutes les menaces qui se présentent et qui sont traitées, comme je le disais tout à l'heure, de manière professionnelle. L'agression dont est victime notre pays dans ces régions-là, est-ce qu'elle est généralisée ou alors elle est confinée à certaines poches de résistance précises dans ces deux régions, le sud-ouest et le nord-ouest? Dans ces deux régions, si l'on essaye de faire le kaléidoscope de la situation sécuritaire, on se rend compte que, n'est-ce pas, la menace s'est propagée de manière quasi territoriale sur les deux régions administratives et que pour disperser, n'est-ce pas, notre attention, on frappe sur des distances qui ont des distances assez importantes, mais nous sommes là, nous veillons, il y a un maillage sur le territoire de ces deux zones administratives qui fait qu'aujourd'hui, nous puissions donner des réponses appropriées à chaque type de menace. Quel est le profil des assaillants? Qui sont-ils? Eh bien, ce sont des terroristes. Il ne faut pas les appeler autrement. Ce sont des terroristes parce que des gens qui prennent des armes, dans la définition du terrorisme, c'est des gens qui prennent des armes pour attaquer des populations civiles. Dans le cadre, n'est-ce pas, de combattants qui prennent des armes pour attaquer des militaires, on va parler de guérilla. Alors on va dire que, n'est-ce pas, nous sommes dans un style de conflit hybride où ces terroristes utilisent de manière alternative des moyens pour toucher des cibles autant militaires que civiles. Quel est leur mode opératoire? Comment procèdent-ils? Le mode opératoire se résume à des actions asymétriques, c'est-à-dire se confondre à la population et intervenir avec tout type d'armes, des armes blanches, des armes de traite, des armes de guerre, eh bien attaquer de manière directe des populations, peut-être qui n'adhéreraient pas à ce qu'ils proposent, ou alors des militaires, dès qu'ils peuvent avoir la possibilité d'avoir un militaire juste à côté, eh bien ils attaquent. Et de la manière la plus brutale et de la manière la plus violente. Justement, qu'est-ce qui justifie, colonel Didier Badjek, leur détermination? Ils égorgent, ils enlèvent, ils étranglent. Oui. Qu'est-ce qui justifie leur détermination? C'est l'idéologie, c'est les anabolisants? Je pense qu'ils sont sous psychotropes. Le problème, c'est de ne pas le regarder de manière superficielle. Il faudrait voir qui manipule, n'est-ce pas, ce genre de situation. Eux, ce sont des exécutants, mais ils sont bien conscients lorsqu'ils posent ces actes. On est sous psychotrope, d'accord, mais au départ, on prend le psychotrope, n'est-ce pas, pour se donner du courage et aller commettre des forfaits. Donc, ils sont tout à fait responsables des actes qu'ils posent. Ils sont motivés par cette animosité naturelle qui ne me semble pas être celle qu'on attend d'un citoyen normal camerounais. Je me demande même s'ils sont camerounais, de la manière avec laquelle on égorge des populations civiles ou alors des militaires. Je trouve que c'est une cruauté. J'hésite à croire qu'un Camerounais puisse prendre une arme et faire autant de massacres, n'est-ce pas, de mutilations sur des corps qui sont des corps d'autres Camerounais, même si on se réclame d'une certaine sécession. Quand vous les interrogez, ceux sur qui vous arrivez à mettre la main, quand vous les interrogez, est-ce qu'il y en a qui regrettent leur forfait? Il y en a qui regrettent et on sent toujours que passer cette euphorie, lorsqu'on revient sur des sentiers beaucoup plus formels, eh bien on se rend compte qu'il y en a qui regrettent. Mais les actes sont toujours posés. Et je suis surpris aujourd'hui qu'il y a une frange de la population ou bien de certains acteurs de la vie civile qui demandent comme ça qu'on puisse blanchir certains auteurs de crimes qui ont été perpétrés et qui vont totalement à l'encontre du droit pénal. Et que du jour au lendemain, on peut blanchir ce genre d'auteurs de crimes. Mais quelles sont les premières leçons que vous inspire cette agression, ce conflit dans les régions du nord-ouest ça nous donne de l'expérience. De toutes les façons, l'armée camerounaise aujourd'hui n'a fait que ça ces 10 dernières années, c'est-à-dire lutter contre des menaces. Et la forme des menaces aujourd'hui, comme je le disais tantôt dans notre propos au départ, et ce sont des menaces qui revêtent d'un caractère totalement asymétrique. C'est une expérience qui est tout à fait douloureuse
parce que dans le cadre de la guerre que nous menons contre Boko Haram, l'ennemi vient de l'extérieur. On peut justifier que nous avons, n'est-ce pas, même si jamais c'est une guerre ne se justifie jamais. On peut toujours régler les problèmes de la manière différente. Mais qu'aujourd'hui, que ce soit nos propres frères camerounais qui se retournent comme ça, nous avons quelques inquiétudes de savoir quelle est la nationalité de ces gens qui viennent nous agresser. Alors, ces agresseurs, ils s'illustrent dans leur mode opératoire par une certaine brutalité. Maintenant, dans vos interventions, quelles sont les consignes que vous donnez à vos soldats pour concilier les impératifs de défense de l'intégrité territoriale et de retenue, de respect du droit international humanitaire et tout le reste? Nous parlons aux téléspectateurs, on va faire très simple. Je vais éviter de rentrer dans un discours polémologique pour que tout le monde comprenne. Je dois vous dire que dans une guerre, on ne fait pas de clinique. On fait la guerre. Nous avons appris dans les centres de formation à tirer. Lorsque je tire sur un ennemi, je ne tire pas au niveau de son bras pour le blesser. Je tire pour le neutraliser. C'est ce que moi j'ai appris dans la qualité de mon tir. Mon tir est précis lorsque j'ai atteint des organes vitaux pour neutraliser l'ennemi. Et je sais ce que c'est qu'un ennemi. L'ennemi, c'est quelqu'un qui a une arme et qui manifeste des velléités de destruction de l'État qui est établi, soit par ses agents qui sont sur la... ou alors par d'autres Camerounais, parce que, entre autres, le ministère de la Défense a pour mission de préserver la vie de tous les citoyens, de les protéger. C'est une mission régalienne que nous avons reçue. Eh bien, lorsque nous avons donc devant nous des belligérants qui manifestent visiblement la volonté de nous tuer, si on peut dire, ou alors de nous éliminer, eh bien, nous agissons en premier. Mais si nous avons en face de nous des hommes qui, parce qu'ils ont été surpris, sont cernés et qui lèvent les mains pour se rendre, nous n'allons pas tirer. Nous ne tirons que de manière proportionnelle lorsque en face nous avons des gens qui manifestent des velléités, n'est-ce pas, tout à fait claires et distinctes de vouloir nous tuer. Mais comment au sein de la troupe est vécu ce procès d'intention qu'on fait de temps à autre, ou alors de plus en plus à notre armée, d'être parfois brutal, hein, parfois de riposter à une menace qui pourtant est bien précise? Je dois vous dire que ce sont des procès d'intention et ceux-là savent quels intérêts ils tirent de ce genre d'entreprise. Et vous faites bien de le relever. Je dois dire comme ça que c'est quand même assez surprenant que le bourreau prenne la place aujourd'hui de la victime. Vous venez agresser des institutions. Alors vous pensez que moi, militaire, je suis au mât d'un drapeau, vous le descendez, vous le brûlez, vous menacez de tuer les gendarmes qui gardent la brigade, qui sont là en réalité là pour assurer l'ordre, et que nous allons vous regarder et avec les yeux stériles du spectateur. C'est que nous n'avons pas fait notre mission. Et je dois vous dire comme ça que tous ceux qui font de la distorsion aujourd'hui et s'éloignent de la vérité du terrain, nous avons également notre vérité du terrain. Et ça, c'est pour des objectifs que l'on connaît. Comment est-ce que la troupe ressent ce genre de trahison? Parce que ça en est une. Vous voyez le nombre de personnes que nous perdons sur le terrain aujourd'hui, des gens qui combattent, n'est-ce pas, pour des objectifs qui sont tout à fait sereins. Et que, par derrière, ce sont quelques gens de la société civile que je tais ici aujourd'hui, et même certains membres de structures des obédiences que je ne veux même pas, sur ce plateau, relever, mais que ce sont ces personnes qui critiquent l'action des forces de défense sur le terrain, alors que nous sommes dans l'exécution de nos missions régaliennes. Et nous sommes une armée professionnelle. Nous répondons à ce qu'on appelle des règles d'engagement avant d'aller sur un théâtre des opérations. Armée professionnelle, on l'a souvent entendu. On a souvent entendu également parler d'une armée nationale et républicaine. Qu'est-ce qu'il faut en entendre, colonel Didier Badjek? L'armée nationale, eh bien, c'est déjà dans le mode de recrutement. Nous recrutons dans les 10 régions du Cameroun, avec le même équilibre, avec les mêmes normes. Eh bien, nous n'avons pas une armée à la différence, n'est-ce pas? La différence d'une armée nationale, c'est une armée prétorienne qui doit être là dans sa fonctionnalité pour servir le chef. Le chef de l'État a mis sur pied une armée qui est nationale où toutes les composantes du Cameroun se retrouvent. Et c'est ce qui permet, n'est-ce pas, d'avoir un corpus qui est solide. Une armée républicaine, eh bien, parce que c'est une armée disciplinée qui est soumise à l'autorité.
Et cette autorité est la meilleure personne qui incarne les institutions aujourd'hui, c'est le chef de l'État. C'est pour ça qu'il est en même temps chef de l'État et chef des armées. Qu'est-ce que cela sous-entend, le chef de l'État, chef des armées? Le chef de l'État, chef des armées, cela sous-entend que je pense qu'en donnant la version anglaise, ça nous permet de comprendre le mieux possible la fonction du chef de l'État par rapport à l'armée. On dit « Commander-in-Chief of the Armed Forces ». C'est lui qui est le chef, le commandant en chef, comme on dit, de l'armée. C'est lui qui prend toutes les décisions. Ce n'est pas seulement sur le plan cosmétique. Comment est-ce que le chef de l'État exerce au quotidien ce commandement sur l'armée? Il y a un ministère de la Défense. Il y a un ministre délégué à la présidence chargé de la Défense qui est là pour assurer la continuité, n'est-ce pas, de l'action politique institutionnelle du président de la République au niveau du ministère de la Défense. Il y a un commandant opérationnel qui est le chef d'état-major des armées. Eh bien, tous ces grands collaborateurs réfléchissent et présentent des propositions au chef de l'État qui est le seul à prendre les décisions. Et lorsque le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, vous l'aurez remarqué, parle de son action sur le terrain, il parle toujours au nom du chef de l'État, chef des armées. Il n'y a aucune décision autonome qui soit prise au niveau du ministère de la Défense. C'est le chef de l'État qui exerce effectivement, n'est-ce pas, son autorité sur l'armée et lui donne la direction qu'il faut lui donner partant de la politique de défense, partant de l'exécution ou de l'organisation territoriale des forces sur le terrain, partant, n'est-ce pas, de la gestion des menaces sur le terrain. Et je vous dis que cela ne se fait pas après une semaine. C'est heure après heure, jour après jour. C'est bon à savoir. Colonel Didier Badjake est invité de cette édition de Présidence Actu. Nous allons revenir sur le terrain. Lorsque on parlait de consignes à vos soldats, lorsqu'ils vont en intervention, est-ce que les conditions sont créées lors de ces interventions pour permettre à la population, aux hommes de bonne foi, aux citoyens de bonne foi, de pouvoir vous donner le renseignement? Je dois déjà vous dire que c'est un faux procès. Est-ce que vous savez discriminer le bon grain de livret dans vos nous ne nous embarquons pas dans cette diversion-là. Sachez que nous avons un intérêt. Je vais résumer ça comme cela. Nous avons un intérêt à avoir la nation avec nous. D'abord, le diptyque armée-nation est un diptyque qui est granitique. L'armée n'est rien sans la nation et la nation n'est rien sans l'armée. On va y revenir. Alors, nous sommes sur le terrain. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir contre nous la population. Et c'est pour ça que nous créons ce que nous appelons des actions civilo-militaires. Eh bien, c'est pour montrer à la population que même dans le cadre de la sécurité que nous menons sur le terrain, eh bien, c'est elle qui en est le principal bénéficiaire. À partir de ce moment, nous devons ménager cette population. Et en ménageant cette population, on incite la population à nous aider dans un concept de défense que vous connaissez très très bien, qu'on appelle le concept de défense populaire. Donc, sur le plan même opérationnel, nous n'avons alors là aucun intérêt à ce que nous mettions la population sur le dos. C'est pour ça que je vous dis que c'est un faux procès. Je pense même qu'on perd du temps en parlant de cette désinformation, cette mésinformation. Il faudrait bien aller pour voir ce que l'armée sache faire de bien. Et c'est une armée qui est professionnelle, qui aujourd'hui a été montée, son architecture, sur des bases, sur des piliers totalement solides. Et ça, vous savez, de l'œuvre de qui cela est. Du chef de l'État, chef des armées, Joseph Clément Ongba va précisément nous rafraîchir la mémoire dans la posture, en nous présentant le président de la République, dans sa posture de chef des armées. La célébration du 46e anniversaire de l'avènement de l'État unitaire ne va pas déroger à cette exigence républicaine. La parade militaire de la fête du 20 mai au boulevard éponyme constitue l'une des principales attractions de la commémoration de la Révolution pacifique du 20 mai 1972. Devant le chef des armées, le président de la République Paul Biya, l'armée camerounaise, toutes composantes confondues, va administrer l'épreuve de sa professionnalisation, de son prestige et de son dévouement. L'histoire et les générations futures retiennent que l'armée camerounaise a toujours été loyale et républicaine. Chaque fois que les circonstances l'exigent, elle fait son travail, tout son travail et rien que son travail. Jadis considéré comme un havre de paix, de stabilité et d'unité, le Cameroun a été confronté ces dernières années
à des menaces sécuritaires multiformes. Depuis 2014, la partie septentrionale du Cameroun a subi de plein fouet les attaques de la secte terroriste Boko Haram. Une série d'attaques meurtrières auxquelles le Cameroun a dû faire face. Grâce à la vaillance des forces de défense et de sécurité nationales, puis avec l'appui de la force mixte et multinationale, cet ennemi est repoussé, réduit aujourd'hui à pratiquer de façon sporadique de lâches attentats suicides. Revêtant le casque de chef des armées, le président Paul Biya aura réorganisé le dispositif militaire, créant une 4e région militaire interarmée à laquelle s'adosse une 4e région de gendarmerie, histoire de resserrer le maillage du territoire et rapprocher les unités opérationnelles du théâtre des opérations. Ce fut le cas pour la défense de l'intégrité territoriale du Cameroun sur la presqu'île de Bakassi. La défense du territoire s'est souvent effectuée au péril de la vie de nos soldats. L'armée représente un symbole vivant. Tous les Camerounais doivent se reconnaître en elle. Elle symbolise l'unité nationale et l'intégration, ignorant les différences ethniques, sociales ou culturelles. Tribalisme, népotisme ou sectarisme sont à bannir de l'image de notre armée. L'évolution de notre pays et du monde en général implique une adaptation de l'armée camerounaise aux réalités nouvelles. L'art de la guerre et ses technologies très avancées deviennent de plus en plus complexes. Votre instruction et votre formation doivent en tenir compte. L'on croyait les menaces sécuritaires évacuées lorsque survient une autre agitation qui prend sa source en fin d'année 2016. Les revendications corporatistes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Corporatistes au départ, satisfaites pour la plupart par le chef de l'État, ces revendications ont depuis lors mué en revendications politiques, puis sécessionnistes et séparatistes. Des revendications menaçant le caractère fondamentalement unitaire de l'État du Cameroun. Malgré les provocations dont elle est souvent l'objet, payant parfois un lourd tribut à cette guerre avec des soldats et des gendarmes lâchement assassinés ou mutilés, l'armée camerounaise fait preuve de tact pour faire maintenir la paix et préserver une unité nationale chèrement acquise. Notre armée n'a rien de comparable à une machine de guerre, avide de combat et aveugle dans ses interventions. Elle est un instrument de paix, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du Cameroun. Son rôle essentiel est de prévenir toute atteinte à la souveraineté, à l'intégrité et à la stabilité de notre pays. Le Cameroun est un État fondamentalement pacifique. Son seul combat, œuvrer en Afrique et dans le monde en faveur de la paix, des relations de bon voisinage et de la coopération entre les peuples. Ici également, le chef des armées a revu le dispositif en créant une 5e région militaire interarmée, en redéployant des hommes pour juguler les menaces et étouffer la radicalisation. Celle-ci étant entendue comme un processus par lequel un individu ou un groupe d'individus adopte une forme violente d'action directement liée à une idéologie extrémiste, à contenu politique, social ou religieux, dans l'optique de contester l'ordre établi. Des stratégies d'intervention mises sur la prévention consistant à agir en amont des crises pour éviter leur aggravation. Avec honneur et fidélité, les forces armées camerounaises assument donc leur mission prioritaire d'assurer la paix et la défense de l'intégrité territoriale dans un Cameroun un et indivisible. Retour à vous, colonel Didier Badjek, chef de la division de la communication au ministère de la Défense, pour évoquer les autres fronts dont on parle de moins en moins. Quelle est la situation dans l'extrême nord, dans le conflit contre Boko Haram? À l'extrême nord, nous sommes en train de gagner cette guerre. Mais je dois vous dire que la guerre contre le terrorisme est assez résiliente. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous n'allons pas avoir la même intensité dans les rapports que nous avions eus en 2014-2015. Mais il peut arriver que malgré que nous ayons sanctuarisé
tout l'espace transfrontalier, qu'il y a une résilience quelque part, peut-être quelqu'un qui aurait gardé comme ça un engin explosif et qu'à un moment on le fasse exploser. Donc la sanctuarisation ne suppose pas que tout est vraiment devenu propre. Alors je dois vous dire que aujourd'hui vous entendez de moins en moins qu'il y a eu des attaques kamikazes, vous entendez de moins en moins qu'il y a eu des engins explosifs qui ont sauté, vous entendez de moins en moins qu'il y a eu des présences. Eh bien cela est dû, n'est-ce pas, au travail que les gens ont fait sur le terrain et à l'excellente collaboration et coopération qui existe entre l'armée camerounaise et l'armée nigériane. Les Camerounais ne le savent pas, mais nous allons des fois combattre ensemble, n'est-ce pas, sous le même drapeau qui est celui du drapeau de la paix et de la recherche de la sécurité. Récemment, ça a été le cas au cours de l'opération Deep Punch 2, où nous sommes allés avec nos frères nigérians, n'est-ce pas, combattre Chekao dans son fief. Et au jour d'aujourd'hui, la forêt de Sambisa est totalement sanctuarisée. Chekao a eu peut-être la chance de fuir encore une fois, mais ses jours sont comptés. Ça, c'est un succès que les Camerounais aujourd'hui doivent donc ils doivent se réjouir. Voilà, ils doivent se réjouir. Et récemment également, eh bien, il y a eu cette opération qui a été menée, Thunder 6. Vous savez ce que ça veut dire Thunder en anglais. Eh bien, c'est une opération encore qui s'est soldée par un succès éclatant. Vous avez fait parler la foudre. Voilà, nous avons fait parler la foudre. Et nous avons travaillé comme ça sur un front assez important, des dizaines de kilomètres. Et ce coin a été sanctuarisé avec plusieurs armes qui ont été saisies, plusieurs munitions, des captifs qui ont été libérés. Et là, nous étions en territoire nigérian. Encore une autre opération qui a été menée sous la bannière de la force multinationale mixte, mais avec la collaboration très proche, n'est-ce pas, des forces armées nigérianes. Et donc, la situation globale dans cette zone, avec peut-être un petit épicentre chrysogène au niveau du lac Tchad, qui est mené, n'est-ce pas, par l'aile de Al-Barnawi, mais qui... oui, parce que les groupes terroristes là-bas sont de plus en plus diffus. Oui, ils sont diffus. Il y a deux grands groupes en réalité, celui de Chekao qui est complètement réduit à néant et celui de Barnawi sur lequel nous sommes en train de travailler avec la coopération, n'est-ce pas, des autres armées de la ligne de front. Maintenant, le front Est, la menace anti-Balaka et Seleka. Il y a une double menace au niveau du front Est. Il y a celle-là que vous venez d'évoquer, il y a également la menace des braconniers et qui arrive, n'est-ce pas. Je dois dire que dans ce type de menace-là, il faut toujours chercher la source. Quand on vient détruire, tuer les éléphants au niveau de la réserve que nous connaissons, on les vend bien quelque part. Oui, peut-être que si on coupait aussi comme ça les circuits de vente, n'est-ce pas, on ne donnerait pas de l'intérêt aux chasseurs d'aller tuer les éléphants. Je dois dire que c'est une menace qui est extrêmement importante, qu'on ne regarde pas comme ça, mais c'est quand même des menées assez importantes que ces braconniers-là font. Ils sont lourdement armés, des fois à dos de chameaux, lourdement armés avec des armes, des pièces de combat. Et donc, nous les repoussons. Et c'est une action permanente, quasi quotidienne, on va dire. Il y a une mission justement là-bas qui est menée par le BIR, qui s'appelle Paix dans le parc, Peace in Buba Ndida Park. Mais on a le sentiment avec ces différents fronts qu'on a Didier Badjek que la stabilité du Cameroun, de façon globale, semble déranger. Est-ce que la stabilité du Cameroun pose problème? Nous allons poser des hypothèses. Moi, je voudrais bien être crédule de croire que ce sont des concours malheureux de circonstances. Mais on ne peut pas attaquer le Cameroun de manière aussi progressive, comme si on avait l'intention d'étirer, de créer des élongations pour voir si on va résister le plus. Et je dois vous dire que dans ce sens, nous avons une certaine autonomie stratégique. Nous avons des menaces qui nous interpellent à l'extrême nord, nous avons des menaces qui nous interpellent à l'est, nous avons des menaces même au niveau du sud de notre pays, sous le couvert de la forêt équatoriale. Vous savez que récemment, grâce au Cameroun, on a pu éviter un coup d'État. Nous avons également des
menace au niveau du littoral. Ne pensez pas que parce que nous ne relevons aucune attaque de pirates dans cette grande surface littorale, que la menace n'existe pas. Si vous voyez les cas d'occurrence d'attaque de pirates dans les autres pays du Golfe de Guinée, vous allez vous rendre compte que nous avons mis des moyens conséquents pour pouvoir maintenir et maîtriser cette menace, tant au niveau de la zone hauturière qui est gérée par la Marine nationale et au niveau également côtier qui est géré par le BIRCOT. Et ça, c'est un très grand succès aussi à relever. Nous avons une grande muraille qui, à ce niveau, a été créée pour que les pirates ne viennent pas s'aventurer dans nos eaux territoriales. Et vous savez ce que représente aujourd'hui cette ouverture au niveau de la façade atlantique, pas seulement pour le Cameroun, mais également pour une bonne partie de pays de l'Hinterland. Du coup, on en est à se demander justement quels sont les risques encourus, quelles auraient pu être les conséquences, quelles pourraient être les conséquences d'une instabilité au Cameroun. Oui, je continue dans le continuum parce que là, ce n'est pas suffisant pour que nous ayons encore cette crise que je ne veux pas que sur ce plateau nous appelions comme vous connaissez, parce que je ne sais pas de quoi il s'agit quand on parle de cette crise-là. On parle de la crise qui existe dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il faudrait que nous-mêmes nous sachions épouser la vraie sémantique parce qu'il n'y a pas de région anglophone au Cameroun. Tout à fait. Il faudrait qu'on sache que nous avons 10 régions qui sont bilingues. Nous-mêmes, il faudrait qu'on commence à avoir la bonne sémantique. Parler de crise anglophone, pour ma part, ce n'est pas bien de représenter l'idée même de l'unité nationale. Alors, lorsqu'on additionne toutes ces crises, il y a lieu de penser que est-ce qu'il n'y a pas un agenda qui est fait, qui est monté comme ça de façon insidieuse pour que le Cameroun soit déstabilisé. Alors, et curieusement, lorsqu'on pose le problème ainsi, il y en a qui se mettent à sourire. C'est très étonnant. C'est très étonnant parce que étant attaqué de partout, on ne devrait pas se défendre. On voudrait mettre ce pays dans une situation de chaos. On voudrait le rendre ingouvernable, mais ça n'est pas possible. Les forces de défense seront toujours là, avec la population camerounaise, qui sait ce qu'on appelle la défense populaire, et toujours derrière le chef des armées, pour qu'on puisse conduire ce pays à la paix, parce que sans la paix, et ça colle bien au thème du défilé de cette année, sans la paix, nous ne pouvons rien construire. Moi, je voudrais que les gens fassent quand même, regardent un peu l'actualité tout autour. C'est le chef de l'État qui disait qu'on ne connaît que l'importance de la paix que le jour où on l'a perdue. Mais vous voyez tous les efforts, tous les pays qui ont été en guerre, quels sont les efforts qu'ils font aujourd'hui pour reconquérir, pour reconstruire leur pays. Ça prend du temps. Mais mon Dieu, au lieu que nous continuions à progresser, n'est-ce pas, sur notre route vers l'émergence, il faudrait qu'on nous crée comme ça, et c'est encouragé par certains Camerounais. Est-ce que seraient devenues aujourd'hui les régions du nord-ouest et du sud-ouest si l'armée camerounaise n'était pas intervenue? Est-ce que les Camerounais se posent suffisamment cette question? Je crois que c'est ce constat qu'à un moment, il faut être capable de s'arrêter et de regarder. L'armée camerounaise, c'est une institution qui est apolitique. Nous sommes là pour tous les Camerounais. Et c'est pour ça que je me garde ici de dire ce que je pense. Et j'ai pourtant mes convictions à l'intérieur de mon cœur. Mais je dois, n'est-ce pas, professionnellement et de manière disciplinée, les garder pour moi-même. Pourquoi? Parce que nous sommes là pour protéger tous les Camerounais. Exécuter les missions que le chef de l'État nous donne, nous confie, qui sont des missions qui doivent être exécutées selon la lettre de la mission. Aujourd'hui, nous ne faisons qu'un travail qui est à la faveur. Les bénéficiaires, c'est la population. Donc cela ne sert à rien de tirer sur une armée qui vous appartient. Indifféremment, nous servons les Camerounais. Et ce sont les instructions que le chef nous donne. Donc je pense que nous devrions aider cette armée qui a déjà beaucoup de travail, qui est étirée dans la longueur. C'est notre travail. De toutes les façons, nous ne nous en plaignons pas. Et nous savons que le chef de l'État et vous, la population, vous nous rendez cette satisfaction, n'est-ce pas, les encouragements que vous nous envoyez régulièrement, eh bien je peux vous dire que c'est ce qui sert du carburant au moteur de la défense. Dans le prolongement de ce que vous venez de dire, nous allons voir concrètement comment ce lien armée-nation est vécu au quotidien avec pour cas d'école la garde présidentielle où un certain nombre d'actions sont menées au profit des populations riveraines, que ce soit sur le plan de l'éducation, que ce soit sur le plan de la santé et j'en oublie. On va regarder ça dans cet élément. Le quartier Obili à Yaoundé, l'un des points les plus chauds de la capitale camerounaise,
Ici, soutiennent les inconditionnels, il fait jour, nuit et jour. Et c'est précisément en ces lieux que le haut commandement a choisi de faire installer la caserne principale de la garde présidentielle, cette unité d'élite dont la réputation n'est plus à faire. La présence de la garde présidentielle au quartier Obili sert, au-delà de ses missions organiques, à réguler un thermomètre social qui n'est pas à l'abri de fluctuations. Fort de cela, les Baudes-Rouges ont choisi d'entrer il y a longtemps, bien longtemps, en totale immersion avec leur environnement. Au quartier Obili et ailleurs, la garde présidentielle a bâti des centres médicaux ouverts non seulement à ses personnels, mais bien plus encore à l'ensemble de la population. Le centre médical de la garde présidentielle est une structure qui a un centre, celui où nous nous trouvons actuellement, et des infirmeries annexes. C'est une structure qui peut nous faire à peu près 120 lits. Nous avons plusieurs types de prestations. Nous avons déjà la médecine générale. Au-delà de la médecine générale, nous avons la traumatologie. Nous avons le colonel médecin Epagna, que vous connaissez très bien, qui est otorino-laryngologiste, dont nous avons les pathologies ORL. Nous avons le commandant Kamga, que vous avez vu à la ronde tout à l'heure. Elle est gynécologiste, obstétricienne. Donc, les femmes sont entièrement prises en charge. Nous avons un neurochirurgien. On a un ophtalmologue qui est là 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi. Nous avons également un rhumatologue. Les soins administrés ici sont de tout type. Ils épousent à la fois les attentes des soldats, mais aussi et surtout celles des populations riveraines. Depuis quelques 4-5 ans, nous avons dans notre fréquentation une majorité des riverains et des familles qui viennent se faire soigner dans nos structures, que ce soit en Djoré, à Minkama, à Etoudi ou à Ekounou, ou même ici à Obili. La majorité de nos patients sont des riverains et les membres de nos familles. Ici, la prise en charge des malades et la levée de l'urgence passent avant toute autre considération, et notamment celle financière. Ils viennent pour des pathologies diverses et en fonction maintenant des cas, quand ils arrivent parfois en urgence, quelqu'un qui vous arrive à 40, on est déjà obligé de sortir un kit de prise en charge, un kit à ce que, avec le temps, la famille puisse nous remettre le kit pour que nous soyons en permanence opérationnels. Et c'est par dizaines que malades militaires et civils accourent vers cette formation hospitalière qui symbolise par sa configuration administrative et ses missions le lien armée et nation. Moi-même qui vous parle, je suis un médecin civil, donc nommé par un décret en 2005. Donc, nous employons tout aussi bien les personnels civils que les personnels militaires. Afin de satisfaire une demande sociale qui n'a cessé de croître, le centre médical de la garde présidentielle et ses structures annexes n'ont eu de cesse de se moderniser, d'acquérir de nouveaux équipements à même de permettre à la structure de parer à toute éventualité. C'est l'une des dernières, sinon la dernière génération des ambulances médicalisées. Et au Cameroun, la garde présidentielle ne peut pas faire mieux que de l'avoir. Donc, elle est prête à donner des soins intensifs pendant que le malade est en train de se faire évacuer. Des soins intensifs. Donc, ce n'est pas seulement pour le transport ou non. Même une chirurgie peut se faire à l'intérieur de cette ambulance pendant que le patient est en train d'être évacué. Dans le secteur de l'éducation, la GP a choisi ici aussi de s'ouvrir au grand public en offrant indifféremment à ses pensionnaires, personnels et apprenants, venus de tous horizons, un cadre idéal de travail et d'apprentissage. Dans un premier temps, je pourrais dire que c'est une école comme toutes les autres. La seule différence, c'est que c'est une école de caserne. Oui, parce que nous sommes entourés des militaires, nous sommes dans le camp des militaires. Nous avons les enfants des militaires d'abord, parce que c'est leur école. Et ensuite, les enfants des quartiers environnants. Tout autour, là, on a des parents qui sont civils.
Et ces enfants, nous les avons ici. Au moment où retentissent les premiers carillons de la 46e édition de la fête nationale, les pupilles des écoles maternelles et primaires de la garde présidentielle à Obili ont décidé de prendre une longueur d'avance afin de donner au concept armée et nation toute sa percussion. Le temps étant ainsi donné par les plus jeunes, les bottes rouges vont se charger du reste avec, en ouverture, un grand rodage des effectifs au travers d'un cross de masse le long des artères de la cité capitale. Sous la conduite du chef de corps, le lieutenant-colonel Raymond Jean-Charles Bocor Abondo, près d'1 millier de fantassins investissent l'axe quartier-Obili, palais de l'unité, pour une dizaine de kilomètres d'épreuves d'endurance. Au-delà de l'exigence de performance et du dépassement de soi attendu de chaque athlète, l'exercice à valeur de brassage, de communion entre le chef et la troupe. Après cette démonstration d'endurance à travers les rues de la capitale camerounaise, sous le regard émerveillé des leftos, c'est dans une ambiance bon enfant que l'ensemble des participants au cross répondent présent au grand rassemblement sur l'un des flancs du palais de l'unité, après avoir franchi la ligne d'arrivée. Mais pour les soldats retenus pour la grande parade du 20 mai, la trêve ne sera que de très courte durée, car il va falloir regagner les bivouacs, recharger les batteries avant une nouvelle journée de manœuvre. Malgré les rigueurs d'un emploi de temps des plus contraignants, les bottes rouges gardent le sourire. Soucieux de garantir une santé de fer à ses personnels, la hiérarchie de la garde présidentielle a pensé à mettre en place une alimentation en eau potable, elle aussi désormais ouverte au grand public. Ici, là, c'est un filtre à charbon avec sédiment. Ça permet de retenir le chlore qui est dans l'eau là-bas, parce que l'eau qui est dans les bouteilles doit être pure, sans avoir un produit chimique. Donc ces appareils nous permettent de retenir ce produit-là. Et là, on a le filtre ultraviolet qui joue le même rôle que le chlore. Ça a une lampe à l'intérieur qui élimine tout microbe qui s'échappe de l'autre côté ou bien qui n'est pas mort quand le chlore va traiter l'eau. Donc sa lumière brûle tout ce qui veut passer comme microbe. Et si on a des robinets pour le remplissage des bouteilles. C'est donc plus que jamais pareil que les défilants retenus pour l'édition 2018 de la fête du 20 mai prennent à nouveau place à bord de leur convoi pour de nouveaux théâtres d'opération. En l'occurrence, l'artère principale jouxtant le lycée Leclerc de Yaoundé et le rond-point du palais de l'unité où les escadrons, musique, motos et chevaux vont prendre le relais. La fois dernière, ça s'est très bien passé. On est parti du camp pour ici, on a manœuvré parfait. Et je suis sûr d'une chose, c'est que chacun d'entre vous aura retenu quelque chose. Vrai ou faux? Avec le souci du détail, on simule la grande parade à venir, à laquelle la garde présidentielle entend, comme par le passé, tenir son rang. On va travailler tout à l'heure. Soyez confiants, soyez sûrs de vous. Comme d'habitude, on va travailler et ça sera bien. À la base 101 de Yaoundé est prévue pour clôturer la journée une répétition élargie du bouquet qui sera offert au chef de l'État, chef des armées, dans moins d'une semaine. Avant le début de l'exercice, les hommes assurent eux-mêmes leur mise en condition. 1, 2 et 3, et 1, et 2, 1, et 2, 1, 2 et 3, 1, et 2, 3, Toujours aux côtés de ces hommes,
Le commandant de la garde présidentielle veille au grain pendant que son commandant en second donne les ultimes consignes aux défilants. Le défilé, on doit voir un tout cohérent, dont les espacements doivent être maintenus. Il est hors de question qu'on voit des choses qui, à partir de là, on va lire beaucoup de discipline. Le degré de discipline, le degré d'entraînement. Pour ces soldats d'élite, le message derrière cette parade est on ne peut plus clair. Rassurer le chef des armées le 20 mai prochain sur la bonne santé de ce corps, ses hommes et ses matériels en l'occurrence, et dans le même temps, mettre en garde tout ennemi potentiel quant à la puissance de feu, non seulement de la garde présidentielle, mais de l'ensemble des forces de défense camerounaises. Retour dans ce studio, retour à vous, colonel Didier Badjek. Je rappelle que vous êtes le chef de la division de la communication au ministère camerounais de la Défense. Cette fois, nous allons faire un petit flashback pour évoquer cette réforme de 2001, initiée par le président de la République, réforme de 2001 et ses 21 décrets. Aurait-on pu faire l'économie de cette réforme lorsqu'on regarde les derniers développements de l'actualité sur le plan sécuritaire aujourd'hui dans notre pays? Je dois vous dire très sincèrement que cette réforme a été une prophétie. Et lorsque la réforme intervient, je suis capitaine. Elle n'est pas comprise au départ par beaucoup de militaires. C'est un outil qui semble être comme ça complexe. Pourquoi? Parce qu'elle vient changer beaucoup d'habitudes sur le plan idéologique, sur le plan doctrinal. Et cette réforme, elle est pensée déjà quand? En Ngaoundéré, où le chef de l'État fait le constat en disant ceci, que l'armée devrait s'adapter aux nouvelles mutations qui impliquent de nouvelles pensées sur le plan de la stratégie. Et que ces mutations allaient très vite. Nous sommes là, bien dans une période bien en avant. Tout à fait, en 1999 et 2000. Voilà, en 2000 exactement, c'était le 30 juin 2000. Le trentenaire de l'armée camerounaise en Ngaoundéré. Eh bien, vous voyez un peu l'anticipation. Ce n'est même plus de l'anticipation, c'est pour ça que je parle de prophétie. Il n'y avait pas Boko Haram, il n'y avait pas toutes ces menaces qui planaient contre le Cameroun. Le Cameroun était toujours ce havre de paix que nous avions connu. Et il bâtit donc cette réforme sur 3 piliers fondamentaux. D'abord, il se rend compte que nous vivons une modernité sur le plan global. On doit donc attaquer le premier pilier qui est le pilier de la modernisation. Vous avez vu toutes les mesures qui ont suivi, rajeunir l'armée camerounaise, enlever un échelon au grade de capitaine pour avoir des cadres qui arriveraient un peu plus vite au grade pour pouvoir commander. Et c'était en réalité, dans l'esprit, créer, n'est-ce pas, un électrochoc pour qu'on puisse avoir, n'est-ce pas, un concept de modernisation. Premier pilier. Le deuxième pilier de la réforme, on est sur le professionnalisme. Il fallait maintenant une armée professionnelle. Pouvoir bâtir des techniques d'effectifs et de dotation qui puissent établir des relations, une relation binaire, c'est-à-dire entre l'homme et ce qu'il est capable de faire. Ça, c'est la doctrine fondamentale qui éclaire ce pilier. On est dans l'armée, on doit servir à quelque chose. Ce n'est pas du remplissage. Professionnaliser l'armée également, c'est de pouvoir donner aux ressources humaines des capacités pour pouvoir envisager, n'est-ce pas, la lutte contre les menaces que vous connaissez aujourd'hui. Et ayant donc fait tout ça, ça a pris du temps, monter donc une armée professionnelle, changer de paradigme, quitter de l'armée de métier, parce que l'armée professionnelle n'est pas une armée de métier, quitter de l'armée du métier pour aller dans une armée professionnelle. Mais une fois que vous avez des ressources humaines qui sont aguerries, pour compléter la modernisation, vous voyez comment cette architecture est tout à fait sereine. Oui. Nous allons dans l'équipement de force. Et on a donc commencé cet équipement de force à partir de 2010, en acquérant beaucoup de matériel que vous avez souvent eu la possibilité d'observer, de voir pendant le défilé du même. Et nous avons donc une armée qui est prête, qu'on a commencé à préparer 14 années avant la crise contre Boko Haram. Et je dois vous dire que si jamais ça n'avait pas été fait, on aurait perdu cette guerre déjà depuis un certain temps.
Donc, lorsque les gens parlent, je voudrais qu'ils ne soient pas amnésiques. C'est l'une des entreprises les mieux abouties du chef de l'État. La construction d'une armée, vous l'avez dit vous-même, nationale dans un premier temps. Une armée républicaine et une armée professionnelle qui ne fait que son travail et rien que son travail, suivant l'observation des règles d'engagement, suivant l'observation du droit de la guerre et suivant l'observation, n'est-ce pas, du respect des droits de l'homme. Je dois vous dire, sur le terrain, il nous arrive de prendre des blessés de Boko Haram ou même de cette crise du nord-ouest et du sud-ouest, de les prendre en compte. Et je vous mets au défi, allez dans les hôpitaux militaires, vous allez les voir couchés, soignés. Et c'est de cette armée-là aujourd'hui dont on dit qu'elle commet des exactions. Justement, vous parlez de cet aspect nous intéresse et nous permet d'évoquer la discipline au sein de nos forces. On vous fait le procès également de cajoler certains de vos éléments qui sont rendus coupables d'exactions. Comment sont traités les cas d'indiscipline au sein de l'armée camerounaise aujourd'hui? Je voudrais vous dire que la main du commandement, autant elle est une main qui sait comprendre les hommes, autant elle est une main qui est très lourde lorsqu'il s'agit des cas d'indiscipline. Je ne parle même pas des cas qui concernent les fautes contre l'honneur. Et je dois vous dire comme ça que le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense a une main particulièrement lourde en ce qui concerne les cas d'indiscipline. Alors là, ça ne fait l'objet d'aucune réflexion de sa part. Et vous savez qu'on dit que la discipline est la force principale des armées. C'est-à-dire si la riposte sur le terrain n'a pas été proportionnelle à la menace, il arrive qu'on sanctionne des soldats? Bien sûr, il y a eu des cas de ce genre. Nous ne pouvons pas le dire tout le temps, ce n'est pas notre rôle. Vous savez, il y a des communications qui ne sont pas positives pour nous. Mais les soldats le savent. Ils savent très bien que même dans les cadres les plus difficiles, sur un théâtre des opérations, nous observons les règles d'engagement. Et ces règles sont rappelées toujours avant chaque engagement de personnel. C'est comme ça que cela se passe. Et ne pensez pas qu'on enrobe certains personnels qui sont chargés d'impunité. Le règlement, on appelle le RDG, il est valable pour tout le monde sur le terrain. Colonel Didier Badjak, il est arrivé, en regardant certaines images qui nous sont transmises, de constater que parmi dans les rangs des assaillants, il y a certains anciens éléments de nos forces de défense, dont certains même qui auraient reçu des formations au sein des unités spéciales. Est-ce que ce n'est pas un risque de mettre à la porte un soldat qui a déjà été formé, qui a reçu une formation, peut-être même antiterroriste pour certains, de le mettre à la porte comme cela? Je comprends votre inquiétude, qui est tout à fait légitime. En réalité, c'est une question qui se pose, mais je pense qu'il faut savoir peser le contre et le pour. Garder, par exemple, un élément qui, aujourd'hui, est auteur, n'est-ce pas, d'un crime contre l'honneur, eh bien, serait peut-être également contaminé et créer une sorte de gangrène au sein de la troupe. Alors vous comprenez que pour nous, c'est une équation où il faudrait que nous puissions avoir l'inconnu, mais cet inconnu qui soit en relation avec une armée positive. Alors si jamais les risques de garder certains éléments, n'est-ce pas, en termes de contamination au niveau de la troupe sont plus grands que ceux de les mettre dehors, nous allons les mettre dehors. Et sachez que la punition a deux étapes. La punition, initialement, elle est pédagogique. Elle n'est pas coercitive. Elle est coercitive que lorsqu'on arrive à des actes, quand même, qui sont des actes d'une gravité. Une certaine gravité. Nous allons nous séparer dans quelques instants, colonel Badjak, mais nous ne pouvons pas nous séparer sans évoquer cette fête qui pointe à l'horizon. Dans moins d'une semaine, le pays tout entier va célébrer la 46e édition de la fête nationale, une fête qui met en scène l'armée et la population comme principaux acteurs. Quel est le moral des troupes à moins d'une semaine de la célébration de la fête nationale 2018? Eh bien, ce que vous allez voir le dimanche, ce n'est que la consécration d'un travail qui a commencé depuis très longtemps.
le moral des troupes est au beau fixe, comme d'habitude, et cela ne saurait être différent. On a mis à leur disposition tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent s'entraîner convenablement sur le point de vue logistique et sur le point de vue même des entraînements, parce que l'entraînement, c'est déjà quelque chose, au défilé, c'est quelque chose. On doit se produire, n'est-ce pas, devant quand même le chef de l'État, chef des armées. Donc, on doit donner le meilleur de nous-mêmes. Alors, ces dispositions ont été prises longtemps en avance par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. Les préparatifs se déroulent normalement. Et la dernière étape est toujours une étape qui est très particulière. Il faut savoir mettre les petits plats dans les grands, ne pas s'embrouiller, parce qu'on peut ruiner comme ça toute une préparation. Ce n'est pas le temps qui fait la préparation, mais c'est la solution qui est prise toujours au bon moment et savoir prendre des bonnes décisions. Je pense que ces décisions sont bien prises au niveau de toute notre hiérarchie. Nous aimons bien les indiscrétions ici. Quelles seront les principales innovations de cette édition? Quel sera le plus? Vous comprenez que j'aime bien cette émission, mais si jamais je parlais des innovations maintenant, je serais pas sérieux. Mais il y a des innovations qui arrivent. Il faut tranquilliser comme ça les téléspectateurs, qu'ils sachent qu'ils ont toujours cette grande armée qui est disciplinée, qui est bien entraînée, et on aura l'occasion de montrer. Il faudrait quand même qu'il y ait une petite surprise ce jour-là, parce que s'il n'y a pas de surprise, ce n'est plus panaché. Donc, dimanche prochain, l'armée va faire de nouveau allégeance à son chef, le chef des armées, et sans doute à ses différents représentants à travers le pays. Mais vous allez garder l'œil ouvert. Tout à fait. Et c'est ce qui montre la capacité de l'armée camerounaise. Ne pensez pas que le dispositif que vous verrez ce jour-là, tant en hommes qu'en matériel, eh bien ça c'est un dispositif de réserve. Il n'y aura aucun élément logistique qui sera démonté au niveau alors que nos ennemis fassent très attention. Au contraire, le dispositif sera plutôt renforcé. Et que s'il leur arrivait l'intention de rêver un temps soit peu, de venir nous attaquer ce jour-là, ils vont recevoir la riposte appropriée. Alors, on a souvent vécu le défilé, les différents défilés avec un certain émerveillement, mais on se demande quel est le message que l'armée veut faire passer à travers ces différentes démonstrations, le défilé des hommes, le passage de matériel. Quel est le message que l'armée veut faire passer à l'occasion de la célébration de la fête nationale? C'est très clair, hein, très facile à répondre. Premier message, savoir que nous sommes soumis aux institutions, que nous respectons et que nous protégeons. C'est le premier message, que ça ne fasse l'ombre d'aucun doute. Deuxième message, nous faisons corps avec la nation pour arriver à nos missions de défense du territoire national. Troisièmement, nous avons un message ici qu'il faut faire passer. Pour cette fête, dans l'armée, il n'y a pas de Bassa, il n'y a pas de Hondo, il n'y a pas de Bakweri, nous sommes tous des Camerounais. C'est pour ça que cette armée est nationale. Et ce jour-là, nous allons montrer au peuple camerounais comment est-ce que dans l'unité, on gagne. Et comment est-ce qu'on ne peut gagner que grâce à l'unité nationale. Et cette armée, qui est un exemple, vous montre comment ensemble nous pouvons faire cette marche. Et cette marche, dont l'objectif aujourd'hui est un objectif de prospérité. C'est pour ça qu'on parle de cette émergence. Ne gaspillons pas notre potentiel, on en a énormément. Merci infiniment au collègue Didier Badjek d'avoir accepté de nous tenir compagnie dans le cadre de cette édition de Présidence Actu. Vivement dimanche, bonne fête par anticipation et bon courage à la conduite de vos différentes missions. Merci beaucoup et à très bientôt. Cette édition de Présidence Actu est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée. Nous disons une fois de plus merci au colonel Didier Badjek de nous avoir tenu compagnie tout au long de ce programme. Prenons rendez-vous dans 2 semaines. Bonsoir. Avec des armes, des pièces de combat. Et donc, nous les repoussons. Et c'est une action permanente, quasi quotidienne, on va dire. Il y a une mission justement là-bas qui est menée par le BIR. Qui s'appelle Paix dans le parc.
Peace in Bouba Ndida Park. Mais on a le sentiment avec ces différents fronts qu'on connaît Didier Badjek que la stabilité du Cameroun, de façon globale, semble déranger. Est-ce que la stabilité du Cameroun pose problème? Nous allons poser des hypothèses. Moi, je voudrais bien être crédule de croire que ce sont des concours malheureux de circonstances. Mais on ne peut pas attaquer le Cameroun de manière aussi progressive, comme si on avait l'intention de tirer, de créer des élongations pour voir si on va résister le plus. Et je dois vous dire que dans ce sens, nous avons une certaine autonomie stratégique. Nous avons des menaces qui nous interpellent à l'extrême nord. Nous avons des menaces qui nous interpellent à l'est. Nous avons des menaces même au niveau du sud de notre pays, sous le couvert de la forêt équatoriale. Vous savez que récemment, grâce au Cameroun, on a pu éviter un coup d'État anglais. Nous avons également des menaces au niveau du littoral. Ne pensez pas que, parce que nous ne relevons aucune attaque de pirates dans cette grande surface littorale, que la menace n'existe pas. Si vous voyez les cas d'occurrence d'attaque de pirates dans les autres pays du Golfe de Guinée, vous allez vous rendre compte que nous avons mis des moyens conséquents pour pouvoir maintenir et maîtriser cette menace, tant au niveau de la zone hauturière qui est gérée par la Marine nationale et au niveau également côtier qui est géré par le BIRCOT. Et ça, c'est un très grand succès aussi à relever. Nous avons une grande muraille qui, à ce niveau, a été créée pour que les pirates ne viennent pas s'aventurer dans nos eaux territoriales. Et vous savez ce que représente aujourd'hui cette ouverture au niveau de la façade atlantique, pas seulement pour le Cameroun, mais également pour une bonne partie de pays de l'Interland. Du coup, on en est à se demander justement quels sont les risques encourus, quelles auraient pu être les conséquences, quelles pourraient être les conséquences d'une instabilité au Cameroun. Oui, je continue dans le continuum parce que là, ce n'est pas suffisant pour que nous ayons encore cette crise que je ne veux pas que sur ce plateau nous appelions comme vous connaissez, parce que je ne sais pas de quoi il s'agit quand on parle de cette crise-là. On parle de la crise qui existe dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il faudrait que nous-mêmes nous sachions épouser la vraie sémantique parce qu'il n'y a pas de région anglophone au Cameroun. Tout à fait. Il faudrait qu'on sache que nous avons 10 régions qui sont bilingues. Nous-mêmes, il faudrait qu'on commence à avoir la bonne sémantique. Parler de crise anglophone, pour ma part, ce n'est pas bien de représenter l'idée même de l'unité nationale. Alors, lorsqu'on additionne toutes ces crises, il y a lieu de penser que est-ce qu'il n'y a pas un agenda qui est fait, qui est monté comme ça de façon insidieuse pour que le Cameroun soit déstabilisé. Alors, mais curieusement, lorsqu'on pose le problème ainsi, il y en a qui se mettent à sourire. C'est très étonnant. C'est très étonnant parce que étant attaqué de partout, on ne devrait pas se défendre. On voudrait mettre ce pays dans une situation de chaos. On voudrait le rendre ingouvernable, mais ça n'est pas possible. Les forces de défense seront toujours là, avec la population camerounaise, qui sait ce qu'on appelle la défense populaire, et toujours derrière le chef des armées, pour qu'on puisse conduire ce pays à la paix, parce que sans la paix, et ça colle bien au thème du défilé de cette année, sans la paix, nous ne pouvons rien construire. Moi, je voudrais que les gens fassent quand même, regardent un peu l'actualité tout autour. C'est le chef d'État qui disait qu'on ne connaît que l'importance de la paix que le jour où on l'a perdue. Mais vous voyez tous les efforts, tous les pays qui ont été en guerre, quels sont les efforts qu'ils font aujourd'hui pour reconquérir, pour reconstruire leur pays. Ça prend du temps. Mais mon Dieu, au lieu que nous continuions à progresser, n'est-ce pas, sur notre route vers l'émergence, il faudrait qu'on nous crée comme ça et c'est encouragé par certains Camerounais. Est-ce que seraient devenues aujourd'hui les régions du nord-ouest et du sud-ouest si l'armée camerounaise n'était pas intervenue? Est-ce que les Camerounais se posent suffisamment cette question? Je crois que c'est ce constat qu'à un moment, il faut être capable de s'arrêter et de regarder. L'armée camerounaise, c'est une institution qui est apolitique. Nous sommes là pour tous les Camerounais. Et c'est pour ça que je me garde ici de dire ce que je pense. Et j'ai pourtant mes convictions à l'intérieur de mon cœur. Mais je dois, n'est-ce pas, professionnellement et de manière disciplinée, les garder pour moi-même. Pourquoi? Parce que nous sommes là pour protéger tous les Camerounais. Exécuter les missions que le chef de l'État nous donne, nous confie, qui sont des missions qui doivent être exécutées selon la lettre de la mission. Aujourd'hui, nous ne faisons qu'un travail qui est à la faveur. Les bénéficiaires, c'est la population. Donc cela ne sert à rien de tirer sur une armée qui vous appartient. Indifféremment, nous servons les Camerounais. Et ce sont les instructions que le chef nous donne. Donc je pense que nous devrions aider cette armée
qui a déjà beaucoup de travail, qui est étiré dans la longueur. C'est notre travail. De toutes les façons, nous ne nous en plaignons pas. Et nous savons que le chef de l'État et vous, la population, vous nous rendez cette satisfaction, n'est-ce pas, les encouragements que vous nous envoyez régulièrement, eh bien, je peux vous dire que c'est ce qui sert du carburant au moteur de la défense. Dans le prolongement de ce que vous venez de dire, nous allons voir concrètement comment ce lien armée-nation est vécu au quotidien avec, pour cas d'école, la garde présidentielle où un certain nombre d'actions sont menées au profit des populations riveraines, que ce soit sur le plan de l'éducation, que ce soit sur le plan de la santé et j'en oublie. On va regarder ça dans cet élément. Le quartier Obili à Yaoundé, l'un des points les plus chauds de la capitale camerounaise. Ici, soutiennent les inconditionnels, il fait jour, nuit et jour. Et c'est précisément en ces lieux que le haut commandement a choisi de faire installer la caserne principale de la garde présidentielle, cette unité d'élite dont la réputation n'est plus à faire. La présence de la garde présidentielle au quartier Obili sert, au-delà de ses missions organiques, à réguler un thermomètre social qui n'est pas à l'abri de fluctuations. Fort de cela, les Baudes Rouges ont choisi d'entrer il y a longtemps, bien longtemps, en totale immersion avec leur environnement. Au quartier Obili et ailleurs, la garde présidentielle a bâti des centres médicaux ouverts non seulement à ses personnels, mais bien plus encore à l'ensemble de la population. Le centre médical, eh bien, c'est déjà dans le mode de recrutement. Nous recrutons dans les 10 régions du Cameroun, avec le même équilibre, avec les mêmes normes. Eh bien, nous n'avons pas une armée à la différence, n'est-ce pas, la différence d'une armée nationale, c'est une armée prétorienne qui doit être là dans sa fonctionnalité pour servir le chef. Le chef de l'État a mis sur pied une armée qui est nationale, où toutes les composantes du Cameroun se retrouvent. Et c'est ce qui permet, n'est-ce pas, d'avoir un corpus qui est solide. Une armée républicaine, eh bien, parce que c'est une armée disciplinée qui est soumise à l'autorité. Et cette autorité est la meilleure personne qui incarne les institutions aujourd'hui, c'est le chef de l'État. C'est pour ça qu'il est en même temps chef de l'État et chef des armées. Qu'est-ce que cela sous-entend, le chef de l'État, chef des armées? Le chef de l'État, chef des armées, cela sous-entend que je pense qu'en donnant la version anglaise, ça nous permet de comprendre le mieux possible la fonction du chef de l'État par rapport à l'armée. On dit « Commander-in-Chief of the Armed Forces ». C'est lui qui est le chef, le commandant en chef, comme on dit, de l'armée. C'est lui qui prend toutes les décisions. Ce n'est pas seulement sur le plan cosmétique. Comment est-ce que le chef de l'État exerce au quotidien ce commandement sur l'armée? Il y a un ministère de la Défense. Il y a un ministre délégué à la présidence chargé de la Défense qui est là pour assurer la continuité, n'est-ce pas, de l'action politique institutionnelle du président de la République au niveau du ministère de la Défense. Il y a un commandant opérationnel qui est le chef d'état-major des armées. Eh bien, tous ces grands collaborateurs réfléchissent et présentent des propositions au chef de l'État qui est le seul à prendre les décisions. Et lorsque le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, vous l'aurez remarqué, parle de son action sur le terrain, il parle toujours au nom du chef de l'État, chef des armées. Il n'y a aucune décision autonome qui soit prise au niveau du ministère de la Défense. C'est le chef de l'État qui exerce effectivement, n'est-ce pas, son autorité sur l'armée et lui donne la direction qu'il faut lui donner partant de la politique de défense, partant de l'exécution ou de l'organisation territoriale des forces sur le terrain, partant, n'est-ce pas, de la gestion des menaces sur le terrain. Et je vous dis que cela ne se fait pas après une semaine. C'est heure après heure, jour après jour. C'est bon à savoir. Colonel Didier Badjaké, invité de cette édition de Présidence Actu, nous allons revenir sur le terrain. Lorsque on parlait de consignes à vos soldats, lorsqu'ils vont en intervention, est-ce que les conditions sont créées lors de ces interventions pour permettre à la population, aux hommes de bonne foi, aux citoyens de bonne foi, de pouvoir vous donner le renseignement? Je dois déjà vous dire que c'est un faux procès. Est-ce que vous savez discriminer le bon grain de livret dans vos interventions? Nous ne nous embarquons pas dans cette diversion-là. Sachez que nous avons un intérêt. Je vais résumer ça comme cela. Nous avons un intérêt à avoir la nation avec nous. D'abord, le diptyque armée-nation est un diptyque qui est granitique. L'armée n'est rien
sans la nation, et la nation n'est rien sans l'armée. On va y revenir. Alors, nous sommes sur le terrain, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir contre nous la population. Et c'est pour ça que nous créons ce que nous appelons des actions civilo-militaires. Eh bien, c'est pour montrer à la population que même dans le cadre de la sécurité que nous menons sur le terrain, eh bien, c'est elle qui en est le principal bénéficiaire. À partir de ce moment, nous devons ménager cette population. Et en ménageant cette population, on incite la population à nous aider dans un concept de défense que vous connaissez très très bien, qu'on appelle le concept de défense populaire. Donc, sur le plan même opérationnel, nous n'avons alors là aucun intérêt à ce que nous mettions la population sur le dos. C'est pour ça que je vous dis que c'est un faux procès. Je pense même qu'on perd du temps en parlant de cette désinformation, cette mésinformation. Il faudrait bien aller pour voir ce que l'armée sache faire de bien. Et c'est une armée qui est professionnelle, qui aujourd'hui a été montée, son architecture, sur des bases, sur des piliers totalement solides. Et ça, vous savez, de l'œuvre de qui cela est. Du chef de l'État, chef des armées, Joseph Clément Ongba va précisément nous rafraîchir la mémoire dans la posture, en nous présentant le président de la République, dans sa posture de chef des armées. La célébration du 46e anniversaire de l'avènement de l'État unitaire ne va pas déroger à cette exigence républicaine. La parade militaire de la fête du 20 mai au boulevard éponyme constitue l'une des principales attractions de la commémoration de la Révolution pacifique du 20 mai 1972. Devant le chef des armées, le président de la République Paul Biya, l'armée camerounaise, toutes composantes confondues, va administrer les preuves de sa professionnalisation, de son prestige et de son dévouement. L'histoire et les générations futures retiennent que l'armée camerounaise a toujours été loyale et républicaine. Chaque fois que les circonstances l'exigent, elle fait son travail, tout son travail et rien que son travail. Jadis considéré comme un havre de paix, de stabilité et d'unité, le Cameroun a été confronté ces dernières années à des menaces sécuritaires multiformes. Depuis 2014, la partie septentrionale du Cameroun a subi de plein fouet les attaques de la secte terroriste Boko Haram. Une série d'attaques meurtrières auxquelles le Cameroun a dû faire face. Grâce à la vaillance des forces de défense et de sécurité nationales, puis avec l'appui de la force mixte et multinationale, cet ennemi est repoussé, réduit aujourd'hui à pratiquer de façon sporadique de lâches attentats suicides. Revêtant le casque de chef des armées, le président Paul Biya aura réorganisé le dispositif militaire, créant une 4e région militaire interarmée à laquelle s'adosse une 4e région de gendarmerie, histoire de resserrer le maillage du territoire et rapprocher les unités opérationnelles du théâtre des opérations. Ce fut le cas pour la défense de l'intégrité territoriale du Cameroun sur la presqu'île de Bakassi. La défense du territoire s'est souvent effectuée au péril de la vie de nos soldats. L'armée représente un symbole vivant. Tous les Camerounais doivent se reconnaître en elle. Elle symbolise l'unité nationale et l'intégration. Ignorant les différences ethniques, sociales ou culturelles, tribalisme, népotisme ou sectarisme sont à bannir de l'image de notre armée. L'évolution de notre pays et du monde en général implique une adaptation de traite des armes de guerre, eh bien, attaquer de manière directe des populations, peut-être qui n'adhéreraient pas à ce qu'ils proposent, ou alors des militaires, dès qu'ils peuvent avoir la possibilité d'avoir un militaire juste à côté, eh bien, ils attaquent, et de la manière la plus brutale et de la manière la plus violente. Justement, qu'est-ce qui justifie, colonel Didier Badjek, leur détermination? Ils égorgent, ils enlèvent, ils étranglent. Oui. Qu'est-ce qui justifie leur détermination? C'est l'idéologie, c'est les anabolisants? Je pense qu'ils sont sous psychotropes. Le problème, c'est de ne pas le regarder de manière superficielle. Il faudrait voir qui manipule, n'est-ce pas, ce genre de situation. Eux, ce sont des exécutants, mais ils sont bien conscients lorsqu'ils posent ces actes. On est sous psychotrope,
D'accord, mais au départ, on prend le psychotrope, n'est-ce pas, pour se donner du courage et aller commettre des forfaits. Donc, ils sont tout à fait responsables des actes qu'ils posent. Ils sont motivés par cette animosité naturelle qui ne me semble pas être celle qu'on attend d'un citoyen normal camerounais. Je me demande même s'ils sont camerounais, de la manière avec laquelle on égorge des populations civiles ou alors des militaires. Je trouve que c'est une cruauté. J'hésite à croire qu'un Camerounais puisse prendre une arme et faire autant de massacres, n'est-ce pas, de mutilations sur des corps qui sont des corps d'autres Camerounais, même si on se réclame d'une certaine sécession. Quand vous les interrogez, c'est sur qui vous arrivez à mettre la main, quand vous les interrogez, est-ce qu'il y en a qui regrettent leur forfait? Il y en a qui regrettent et on sent toujours que passer cette euphorie, lorsqu'on revient sur des sentiers beaucoup plus formels, eh bien on se rend compte qu'il y en a qui regrettent. Mais les actes sont toujours posés. Et je suis surpris aujourd'hui qu'il y a une frange de la population ou bien de certains acteurs de la vie civile qui demandent comme ça qu'on puisse blanchir certains auteurs de crimes qui ont été perpétrés et qui vont totalement à l'encontre du droit pénal. Et que du jour au lendemain, on peut blanchir ce genre d'auteurs de crimes. Mais quelles sont les premières leçons que vous inspire cette agression, ce conflit dans les régions du nord-ouest ça nous donne de l'expérience. De toutes les façons, l'armée camerounaise aujourd'hui n'a fait que ça ces 10 dernières années, c'est-à-dire lutter contre des menaces. Et la forme des menaces aujourd'hui, comme je le disais tantôt dans notre propos au départ, et ce sont des menaces qui revêtent d'un caractère totalement asymétrique. C'est une expérience qui est tout à fait douloureuse parce que dans le cadre de la guerre que nous menons contre Boko Haram, l'ennemi vient de l'extérieur. On peut justifier que nous avons, n'est-ce pas, même si jamais c'est une guerre ne se justifie jamais, on peut toujours régler les problèmes de la manière différente. Mais qu'aujourd'hui, que ce soit nos propres frères camerounais qui se retournent comme ça, nous avons quelques inquiétudes de savoir quelle est la nationalité de ces gens qui viennent nous agresser. Alors, ces agresseurs, ils s'illustrent dans leur mode opératoire par une certaine brutalité. Maintenant, dans vos interventions, quelles sont les consignes que vous donnez à vos soldats pour concilier les impératifs de défense de l'intégrité territoriale et de retenue, de respect du droit international humanitaire et tout le reste? Nous parlons aux téléspectateurs, on va faire très simple. Je vais éviter de rentrer dans un discours polémologique pour que tout le monde comprenne. Je dois vous dire que dans une guerre, on ne fait pas de clinique. On fait la guerre. Nous avons appris dans les centres de formation à tirer. Lorsque je tire sur un ennemi, je ne tire pas au niveau de son bras pour le blesser. Je tire pour le neutraliser. C'est ce que moi j'ai appris dans la qualité de mon tir. Mon tir est précis lorsque j'ai atteint des organes vitaux pour neutraliser l'ennemi. Et je sais ce que c'est qu'un ennemi. L'ennemi, c'est quelqu'un qui a une arme et qui manifeste des velléités de destruction de l'État qui est établi, soit par ses agents qui sont sur ou alors par d'autres Camerounais, parce que, entre autres, le ministère de la Défense a pour mission de préserver la vie de tous les citoyens, de les protéger. C'est une mission régalienne que nous avons reçue. Eh bien, lorsque nous avons donc devant nous des belligérants qui manifestent visiblement la volonté de nous tuer, si on peut dire, ou alors de nous éliminer, eh bien, nous agissons en premier. Mais si nous avons en face de nous des hommes qui, parce qu'ils ont été surpris, sont cernés et qui lèvent les mains pour se rendre, nous n'allons pas tirer. Nous ne tirons que de manière proportionnelle lorsque en face nous avons des gens qui manifestent des velléités, n'est-ce pas, tout à fait claires et distinctes de vouloir nous tuer. Mais comment au sein de la troupe est vécu ce procès d'intention qu'on fait de temps à autre, ou alors de plus en plus à notre armée, d'être parfois brutal, hein, parfois de riposter à une menace qui pourtant est bien précise? Je dois vous dire que ce sont des procès d'intention et ceux-là savent quels intérêts ils tirent de ce genre d'entreprise. Et vous faites bien de le relever. Je dois dire comme ça que c'est quand même assez surprenant que le bourreau prenne la place aujourd'hui de la victime. Vous venez agresser des institutions. Alors vous pensez que moi, militaire, je suis au mât d'un drapeau, vous le descendez, vous le brûlez.
vous menacez de tuer les gendarmes qui gardent la brigade, qui sont là, en réalité là pour assurer l'ordre, et que nous allons vous regarder et avec les yeux stériles du spectateur. C'est que nous n'avons pas fait notre mission. Et je dois vous dire comme ça que tous ceux qui font de la distorsion aujourd'hui et s'éloignent de la vérité du terrain, nous avons également notre vérité du terrain. Et ça, c'est pour des objectifs que l'on connaît. Comment est-ce que la troupe ressent ce genre de trahison? Parce que ça en est une. Vous voyez le nombre de personnes que nous perdons sur le terrain aujourd'hui, des gens qui combattent, n'est-ce pas, pour des objectifs qui sont tout à fait sereins. Et que, par derrière, ce sont quelques gens de la société civile que je tais ici aujourd'hui, et même certains membres de structures des obédiences que je ne veux même pas, sur ce plateau, relever, mais que ce sont ces personnes qui critiquent l'action des forces de défense sur le terrain, alors que nous sommes dans l'exécution de nos missions régaliennes. Et nous sommes une armée professionnelle. Nous répondons à ce qu'on appelle des règles d'engagement avant d'aller sur un théâtre des opérations. Armée professionnelle, on l'a souvent entendu. On a souvent entendu également parler d'une armée nationale et républicaine. Qu'est-ce qu'il faut en entendre, colonel Didier Badjek? L'armée nationale de l'armée camerounaise aux réalités nouvelles. L'art de la guerre et ses technologies très avancées deviennent de plus en plus complexes. Votre instruction et votre formation doivent en tenir compte. L'on croyait les menaces sécuritaires évacuées lorsque survient une autre agitation qui prend sa source en fin d'année 2016. Les revendications corporatistes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Corporatistes au départ, satisfaites pour la plupart par le chef de l'État, ces revendications ont depuis lors mué en revendications politiques, puis sécessionnistes et séparatistes. Des revendications menaçant le caractère fondamentalement unitaire de l'État du Cameroun. Malgré les provocations dont elle est souvent l'objet, payant parfois un lourd tribut à cette guerre avec des soldats et des gendarmes lâchement assassinés ou mutilés, l'armée camerounaise fait preuve de tact pour faire maintenir la paix et préserver une unité nationale chèrement acquise. Notre armée n'a rien de comparable à une machine de guerre, avide de combat et aveugle dans ses interventions. Elle est un instrument de paix, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du Cameroun. Son rôle essentiel est de prévenir toute atteinte à la souveraineté, à l'intégrité et à la stabilité de notre pays. Le Cameroun est un État fondamentalement pacifique. Son seul combat, œuvrer en Afrique et dans le monde en faveur de la paix, des relations de bon voisinage et de la coopération entre les peuples. Ici également, le chef des armées a revu le dispositif en créant une 5e région militaire interarmée, en redéployant des hommes pour juguler les menaces et étouffer la radicalisation. Celle-ci étant entendue comme un processus par lequel un individu ou un groupe d'individus adopte une forme violente d'action directement liée à une idéologie extrémiste, à contenu politique, social ou religieux, dans l'optique de contester l'ordre établi. Des stratégies d'intervention mises sur la prévention consistant à agir en amont des crises pour éviter leur aggravation. Avec honneur et fidélité, les forces armées camerounaises assument donc leur mission prioritaire d'assurer la paix et la défense de l'intégrité territoriale dans un Cameroun un et indivisible. Retour à vous, colonel Didier Badjek, chef de la division de la communication au ministère de la Défense, pour évoquer les autres fronts dont on parle de moins en moins. Quelle est la situation dans l'extrême nord, dans le conflit contre Boko Haram? À l'extrême nord, nous sommes en train de gagner cette guerre. Mais je dois vous dire que la guerre contre le terrorisme est assez résiliente. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous n'allons pas avoir la même intensité dans les rapports que nous avions eus en 2014-2015. Mais il peut arriver que malgré que nous ayons sanctuarisé tout l'espace transfrontalier, qu'il y ait une résilience quelque part, peut-être quelqu'un qui aurait gardé comme ça un engin explosif et qu'à un moment on le fasse exploser. Donc la sanctuarisation
ne suppose pas que tout est vraiment devenu propre. Alors, je dois vous dire qu'aujourd'hui, vous entendez de moins en moins qu'il y a eu des attaques kamikazes, vous entendez de moins en moins qu'il y a eu des engins explosifs qui ont sauté, vous entendez de moins en moins qu'il y a eu des présences. Eh bien, cela est dû, n'est-ce pas, au travail que les gens ont fait sur le terrain et à l'excellente collaboration et coopération qui existe entre l'armée camerounaise et l'armée nigériane. Les Camerounais ne le savent pas, mais nous allons des fois combattre ensemble, n'est-ce pas, sous le même drapeau qui est celui du drapeau de la paix et de la recherche de la sécurité. Récemment, ça a été le cas au cours de l'opération Deep Punch 2, où nous sommes allés avec nos frères nigérians, n'est-ce pas, combattre Chekao dans son fief. Et au jour d'aujourd'hui, la forêt de Sambisa est totalement sanctuarisée. Chekao a eu peut-être la chance de fuir encore une fois, mais ses jours sont comptés. Ça, c'est un succès que les Camerounais aujourd'hui doivent donc ils doivent se réjouir. Voilà, ils doivent se réjouir. Et récemment également, eh bien, il y a eu cette opération qui a été menée, Thunder 6. Vous savez ce que ça veut dire Thunder en anglais. Eh bien, c'est une opération encore qui s'est soldée par un succès éclatant. Vous avez fait parler la foudre. Voilà, nous avons fait parler la foudre. Et nous avons travaillé comme ça sur un front assez important, des dizaines de kilomètres. Et ce coin a été sanctuarisé avec plusieurs armes qui ont été saisies, plusieurs munitions, des captifs qui ont été libérés. Et là, nous étions en territoire nigérian. Encore une autre opération qui a été menée sous la bannière de la force multinationale mixte, mais avec la collaboration très proche, n'est-ce pas, des forces armées nigérianes. Et donc, la situation globale dans cette zone, avec peut-être un petit épicentre chrysogène au niveau du lac Tchad, qui est mené, n'est-ce pas, par l'aile de Al-Barnawi, mais qui... oui, parce que les groupes terroristes là-bas sont de plus en plus diffus. Oui, ils sont diffus. Il y a deux grands groupes en réalité, celui de Chekao qui est complètement réduit à néant et celui de Barnawi sur lequel nous sommes en train de travailler avec la coopération, n'est-ce pas, des autres armées de la ligne de front. Maintenant, le front Est, la menace anti-Balaka et Seleka. Il y a une double menace au niveau du front Est. Il y a celle-là que vous venez d'évoquer, il y a également la menace des braconniers et qui arrive, n'est-ce pas. Je dois dire que dans ce type de menace-là, il faut toujours chercher la source. Quand on vient détruire, tuer les éléphants au niveau de la réserve que nous connaissons, on les vend bien quelque part. Oui, peut-être que si on coupait aussi comme ça les circuits de vente, n'est-ce pas, on ne donnerait pas de l'intérêt aux chasseurs d'aller tuer les éléphants. Je dois dire que c'est une menace qui est extrêmement importante, qu'on ne regarde pas comme ça, mais c'est quand même des menées assez importantes que ces braconniers-là font. Ils sont lourdement armés, des fois à dos de chameaux, lourdement armés. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de votre magazine Présidence Actu. Comment se porte le Cameroun sur le plan sécuritaire à moins d'une semaine de la célébration de la 46e édition de la fête nationale? Telle est sans doute la question que bon nombre d'entre vous se posent là-bas à la maison et que nous nous posons ici. Pour en avoir la réponse, nous avons entrepris d'aller au contact de la Grande Muette. Le collègue Didier Badjek est notre invité. Il est le chef de la division de la communication au ministère camerounais de la Défense. Avec lui, nous allons prendre le pouls dans nos casernes sur le plan sécuritaire et dans le même temps, nous allons évoquer tous les contours de cette nouvelle guerre imposée à notre pays par les partisans de cet illusoire État dit d'Ambazonie. Alors, chers téléspectateurs, si vous êtes à nous, nous sommes à vous. Des signes qui ne trompent pas, des signes qui témoignent de toute la profondeur de la relation entre l'Église catholique qui est au Cameroun et l'État et de l'engagement mutuel des deux parties à demeurer en unité d'action et de combat. Ce dimanche 13 mai 2018 à la basilique Marie, Reine des Apôtres d'Onvolier, le pouvoir temporel vient à la rencontre du pouvoir spirituel
pour prôner la paix dans notre pays. L'initiative, qui est celle du synode, rencontre la totale adhésion de la plus haute autorité de notre pays, le président Biya, qui décide de se faire représenter à cette messe pontificale par le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso. Pendant près de 2 heures, les hiérarchies respectives de l'Église et de l'État vont entrer en totale communion pour entonner l'hymne du vivre ensemble, l'hymne de la cohésion nationale au Cameroun. Ô Marie, reine des apôtres, patronne du Cameroun, priez pour nous. Pour que règne l'unité, la paix et la justice dans notre pays, priez pour nous. Pour que tous les citoyens travaillent à la construction de la nation. Dans une homélie d'une rare densité, le principal célébrant, Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé, va prêcher ce qu'il va appeler la complémentarité intégrative. Parce que pour lui, la différence, loin d'être un péché, devrait être considérée comme une grâce. Le thème d'aujourd'hui a été le thème de l'esprit de Pentecôte, qui a fait de la diversité des cultures, des peuples et des langues une communion qui devient comme un paradigme, un modèle pour tous ceux qui veulent construire ensemble une réalité, naturellement, une nation comme nous. Dans une démarche écuménique, le peuple de Dieu présent à l'office va élever ses prières au Très-Haut à travers les soins maternels de la Vierge Marie pour ouvrir les cœurs de l'ensemble des filles et fils du Cameroun à la justice et l'amour, au sens du bien commun, mais aussi et surtout à la compréhension réciproque, comme au jour de la Pentecôte. Qu'il nous délivre du malheur de l'affrontement entre nous, citoyens camerounais. Qu'il fasse cesser toute violence, agression, meurtre et conflit entre nous. Que la Vierge Marie, reine des apôtres, donne force à nos prières pour que l'année 2018 et les échéances qui sont les siennes se déroulent pour nous dans le sens de construire ensemble un avenir de progrès et de bien-être. Avant de mettre un terme à l'office religieux, Monseigneur l'archevêque va renouveler l'acte de consécration du Cameroun à la Madone et fixer symboliquement à ses pieds le drapeau de la République. Et c'est dans une atmosphère de totale allégresse que va s'achever cette messe de la nation, véritable plateforme de communion entre les filles et fils d'un même pays autour du bien le plus précieux, la paix. Bonsoir, colonel Badjek. Bonsoir, Yves-Marc Médio. Merci d'avoir accepté notre invitation. Commençons par prendre les dernières nouvelles sur le terrain. Quelle est la situation à ce jour dans la région du Sud-Ouest? Je dois dire comme ça que le Sud-Ouest ne devrait pas accaparer toute l'attention du Cameroun, qui vit sur le plan transfrontalier un certain nombre de menaces. Pour vous dire que sur le plan global, ces menaces sont tout à fait contrôlées et que même au niveau des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, la situation est sous contrôle. Nos forces sont là. Elles interviennent professionnellement et au cas par cas, n'est-ce pas, toutes les menaces qui se présentent et qui sont traitées, comme je le disais tout à l'heure, de manière professionnelle. L'agression dont est victime notre pays dans ces régions-là, est-ce qu'elle est généralisée ou alors elle est confinée à certaines poches de résistance précises dans ces deux régions, le Sud-Ouest et le Nord-Ouest? Dans ces deux régions, si l'on essaye de faire le kaléidoscope de la situation sécuritaire, on se rend compte que, n'est-ce pas, la menace s'est propagée de manière quasi territoriale sur les deux régions administratives et que pour disperser, n'est-ce pas, notre attention, on frappe sur des distances qui ont des distances assez importantes, mais nous sommes là, nous veillons, il y a un maillage sur le territoire de ces deux zones administratives qui fait qu'aujourd'hui, nous puissions donner des réponses appropriées à chaque type de menace. Quel est le profil des assaillants? Qui sont-ils? Eh bien, ce sont des terroristes. Il ne faut pas les appeler autrement. Ce sont des terroristes parce que des gens qui prennent des armes, dans la définition du terrorisme, c'est des gens qui prennent des armes pour attaquer des populations civiles.
dans le cadre, n'est-ce pas, de combattants qui prennent des armes pour attaquer des militaires, on va parler de guérilla. Alors on va dire que, n'est-ce pas, nous sommes dans un style de conflit hybride, où ces terroristes utilisent de manière alternative des moyens pour toucher des cibles autant militaires que civiles. Quel est leur mode opératoire? Comment procèdent-ils? Le mode opératoire se résume à des actions asymétriques, c'est-à-dire se confondre à la population et intervenir avec tout type d'armes, des armes blanches, des armes